Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Dans cette série de podcasts sur la QVCT, on s'interroge sur les conditions de travail et l'état de santé des salariés. « 44%, c'est le pourcentage de salariés qui s'est arrêté au moins une fois en 2022, un chiffre tiré de la 4e étude de l'Observatoire de l'absentéisme publiée en mai 2023. En cause, une série de troubles regroupés sous le nom d'épuisement professionnel ou burn-out, devenu la première cause d'arrêt de travail de longue durée, représentant près d'un quart des motifs. Une situation qui n'épargne plus les managers. En 2023, plus de la moitié d'entre eux a été arrêté au moins une journée, soit une hausse de 13 points par rapport à l'année précédente. Le phénomène prend désormais une telle ampleur que les entreprises multiplient les discours en faveur d'une meilleure prise en compte de la QVCT. Mais alors, quel levier activer ? Le management à la française a-t-il sa part de responsabilité ? Pour ce premier podcast QVCT, on fait le point avec Laurent Capelletti, professeur du CNAM sur la chaire Comptabilité et Contrôle de Gestion. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, dans l'introduction, je parlais d'une augmentation des arrêts de travail en 2022. Est-ce que le Covid et les organisations du travail post-Covid ont eu, selon vous, une incidence sur ces chiffres ? Oui, il y a une intensification en fait, du phénomène. En sachant que le phénomène en fait, de l'absentéisme au travail, courte et longue durée d'ailleurs, est apparu et reste assez prégnant et augmente, on va dire, régulièrement avec des paliers parfois, depuis 30 ans en fait. Et effectivement, on a constaté qu'au sortir de la Covid, le phénomène avait perduré, mais en s'intensifiant. Donc ça a intensifié, mais la tendance reste la même depuis 30 ans, ça ne cesse d'empirer. Et est-ce qu'il y a des organisations du travail particulières post-Covid qui ont pu permettre de continuer d'accélérer cette tendance ? En fait, fondamentalement, l'accélération est surtout liée en fait, à une prise de conscience. La Covid en fait, a permis aux gens, jeunes, moins jeunes, etc., de prendre du recul sur la qualité de leur vie au travail. Et la prise de recul, malheureusement, a été assez désastreuse, dans le constat de se dire, mais par rapport à ce que j'attends de mon travail, par rapport à la qualité de la vie au travail, eh bien, ce qu'on me propose, ce que j'ai vécu jusque-là, c'est vraiment pas au niveau, quoi. Donc, plus d'un point de vue, j'allais dire, prise de conscience, que d'un point de vue dégradation, si vous voulez, de la qualité de la vie au travail. Après, on peut peut-être... Il n'y a pas vraiment de résultat de recherche là-dessus, mais on peut poser l'hypothèse que la Covid a quand même eu un effet majeur en termes d'organisation du travail, qui est le télétravail, avec sa généralisation. Et c'est vrai que dans certains cas, ça a pu améliorer, j'allais dire, la perception de la qualité de vie au travail, avec plus d'autonomie, etc. Mais dans d'autres cas, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés vraiment complètement démunis, isolés numériquement, avec des difficultés de qualité de vie au travail chez eux. Donc peut-être que le télétravail finalement a été un petit accélérateur du phénomène. Mais la part essentielle, c'est vraiment cette prise de conscience. Et vous parlez des moins jeunes, mais aussi des jeunes. Le taux d'absentéisme a particulièrement bondi en 4 ans chez les moins de 30 ans, et notamment chez les cadres. Est-ce qu'il existe une fracture générationnelle en termes de santé mentale au travail aujourd'hui ? Et ce pourcentage plus élevé chez les jeunes, est-ce qu'il est à l'origine d'une hausse globale des arrêts de travail ? Alors, le phénomène nouveau, effectivement, c'est-à-dire que dans cette augmentation, si vous voulez, tendancielle en France, particulière à la France, c'est notre problème français, l'absentéisme au travail, comparé à des pays comparables. Jusque-là, globalement, il ne concernait pas les cadres, il concernait moins les jeunes. Il concernait surtout, en fait, les seniors, avec... j'allais dire un absentéisme incompressible normal, lié en fait au vieillissement, des maladies un peu inévitables, et lié aussi effectivement à un désintérêt au travail grandissant quand on a le même travail depuis 20-30 ans, pénible et pas intéressant. Et là, le phénomène nouveau, qui s'est accéléré avec la Covid, effectivement, c'est que l'absentéisme au travail s'est mis à toucher plus les cadres et plus les jeunes. L'explication est la même, c'est-à-dire que les jeunes et les cadres, avec la Covid, en fait, ont pris conscience, une plus forte conscience du décalage qu'il y avait, alors surtout pour les jeunes, entre les aspirations, ce qu'on leur vendait,
puisqu'on est essentiellement sur une génération de diplômés maintenant, au moins bac ou post-bac. Donc vous êtes en bachelor, en BTS, en master, vous êtes en école de commerce, en école d'ingénieur. En fait, on se fait une idée, si vous voulez, du monde du travail, qui ne va pas du tout être celle qu'on va constater. Chez les cadres, pareil, c'est cette prise de conscience. Et le phénomène s'est mis à toucher ces deux populations, probablement avec la percolation d'un autre phénomène qui est la pénurie de talent. Donc, si vous voulez, sentant que le rapport de force s'inversait, plus cette prise de conscience fait que des populations chez lesquelles en fait l'absentéisme était plus faible que chez des populations seniors, eh bien probablement en fait effectivement s'est mis à augmenter depuis la Covid, en effet. En 2021, selon une enquête européenne sur les conditions de travail de l'Eurofound, 39% des salariés déclaraient que leur santé était à risque du fait de leur activité. C'est 6 points de plus que la moyenne des travailleurs européens, vous l'avez dit, par rapport à nos voisins, l'absentéisme est un vrai sujet. Est-ce que le mal-être au travail serait une exception à la française ? D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que... alors c'est là où il faut s'interroger sur les causes. Mais d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que quand on regarde... Alors, traditionnellement, les pays où la qualité du management de longue date était meilleure, l'Europe du Nord, l'Allemagne, mais en fait, quand on regarde l'Angleterre, c'est mieux aussi, les États-Unis, d'une certaine façon, les pays occidentaux en général, et même les pays latins, si vous voulez. Là où on s'en rend compte, c'est un indicateur qui ne trompe pas, c'est la résistance française à travailler plus longtemps, quoi. Tous les pays sont à 65, 67, 70, sans que ça provoque en fait de heurts, de révolution, de résistance en fait. Et le fait qu'en France, il y a vraiment, c'est très majoritairement, une appétence à travailler à 62 ans, pas aller au-dessus. On est passé à 64, mais c'est très résistant. Ça veut dire que les gens sont globalement pas bien au boulot, quoi. Enfin, il y a un problème de ce côté-là. Sauf à dire que les Français sont les champions du monde de la fainéantise, mais ça, j'y crois pas. Et qu'est-ce qui diffère dans le management à la française par rapport au management dans d'autres pays européens qui pourraient être comparables ? Alors, alors là, en revanche, il y a beaucoup de résultats, de recherches rigoureuses, en fait, qui le montrent. Consciemment ou pas, on est resté sur un management en France très anachronique, taylorien, c'est-à-dire de Taylor, le taylorisme. Un management peu fondé sur le dialogue, peu fondé sur la personnalisation, y compris dans les petites entreprises, peu fondé sur la contractualisation, mais qui restait très fondé sur, allez, on va le dire comme ça, la soumission, qui est véhiculée par une procédure, un ordre, un reporting, une fiche de poste. Donc, je disais consciemment dans le public, puisque dans le secteur public, en fait, c'est ce qu'on appelle le Weberisme institutionnalisé, c'est-à-dire c'est un management en fait par la grille. Et vous avez une fiche de poste et il ne faut pas en sortir. Et en fait, à la limite, on se dit, on n'a même pas besoin de vous manager. Voilà, tu es dans ta fiche de poste, tu sais ce que tu as à faire, etc. Dépersonnalisation totale. Et dans le privé, avec quelques exceptions, notamment dans les grandes entreprises, où on a globalement, notamment les entreprises du CAC 40, on a une qualité managériale, disons, au top et au middle management, qui est quand même un peu meilleure. Mais sauf ces exceptions, globalement, on est resté aussi sur un mode de management moins intensivement taylorien, weberien. Ça a pu marcher, le weberisme et le taylorisme. Du temps de Balzac, ça marchait super bien, ou du Fordisme, etc. Mais les gens ont changé, l'appétence au travail est différente, il y a besoin de plus d'enrichissement, plus d'exigence, donc ça ne marche plus. Et pourtant, ça continue de cette façon-là, y compris dans les TPE, les PME, etc. Parce que, tout simplement, la connaissance du bon management, du meilleur management, plus fondé sur le dialogue, la négociation, l'écoute, l'ajustement périodique en fait, des conditions de travail, de l'organisation du travail, la formation. Moi, je suis sidéré, en fait. En France, on dit ouais, il a un métier pénible, il faut qu'il parte à la retraite à 60 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne forme pas les personnes
à partir de 40, 45 ans pour les accompagner vers des métiers moins pénibles, en sorte qu'ils soient plus heureux. Et c'est ce qui se passe dans les pays à haute dose de formation professionnelle, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, les pays scandinaves, etc. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens 40 ans sur le même job pénible. J'avais relevé un autre chiffre. Dans son ouvrage « Les jeunes, des travailleurs comme les autres », Suzy Canivink mentionne qu'entre 1999 et 2018, soit à peu près 20 ans, plus de 60% des Français déclaraient que leur travail était important dans leur vie, contre 50% pour les Danois, les Hollandais, les Allemands ou encore les Britanniques. Est-ce que cette exception à la française ne se trouverait pas aussi dans notre rapport au travail ? Cette étude, elle montre quoi ? Elle montre que, en fait, ça apporte de l'eau au moulin que nous avons. C'est-à-dire que l'absentéisme au travail, finalement, est d'autant plus élevé en France que la qualité de vie au travail liée à la qualité du management en général y est inférieure, alors que les attentes et les exigences au regard du travail sont supérieures aux pays comparables. Et du coup, en fait, vous avez deux moteurs expliquant le surabsentisme au travail français. Tout à fait. Donc si le problème ne vient pas de la nature intrinsèque des salariés français, c'est que les entreprises ont tout intérêt à s'emparer du sujet. Vous parlez même de coûts cachés pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'hypothèse, c'est qu'en fait, les conséquences... Alors, il y a des conséquences visibles qu'on voit, c'est-à-dire je suis entrepreneur, chef d'entreprise, manager, quelqu'un dans l'équipe n'est pas là. Bon, ok, donc du coup, on essaye de s'organiser, on voit que c'est perturbant. Tout ça entraîne des coûts économiques faramineux, ça entraîne de l'insatisfaction, qu'on oublie trop souvent de dire d'ailleurs, puisque l'absentéisme crée en fait de l'insatisfaction de ceux qui restent présents, parce qu'ils sont perturbés en fait. Et d'ailleurs, ça crée des phénomènes de présentéisme aussi, parce que les présents, ils essayent de compenser, ils compensent, et à un moment donné, ils lâchent prise aussi. Donc ça entraîne une insatisfaction sociale, ça, à la limite, on peut le percevoir. Mais au niveau économique, beaucoup de dirigeants ne mesurent pas les coûts, et à juste titre, parce qu'en fait, ils ne sont pas, d'où le mot caché, ils ne sont pas enregistrés en comptabilité. Quand vous avez quelqu'un qui est absent, quel est le coût en comptabilité pour l'entreprise ? Le coût visible, qui est enregistré. Je vous le donne en 1000. Il n'y a rien qui est enregistré. Donc on ne voit pas la perte, en fait. Donc, du coup, d'où ce concept de coût caché, et extra-comptablement, effectivement, par des méthodologies tout à fait éprouvées, inventées il y a une cinquantaine d'années, qui sont quand même utilisées quand même par beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et puis dans les autres pays, justement ceux qui ont moins d'absentéisme, en fait, on va mesurer les coûts cachés, et là, on va se rendre compte qu'effectivement, l'absentéisme est l'une des principales causes de perte de valeur ajoutée, parce que l'absentéisme, ça crée de la perturbation de ceux qui restent, des présents. Donc on appelle ça du surtemps, c'est-à-dire ils sont obligés de faire ce qui n'est pas fait par les absents au détriment de leur propre travail, ou alors ils essaient quand même de faire les deux, mais alors du coup il y a des défauts de qualité, enfin bon, ça va pas. Deuxième grand impact, la non-production, qui est la majeure conséquence en fait. Quand quelqu'un n'est pas là, sauf si on lui trouve un remplaçant, et en pénurie de talent, on a parfois beaucoup de mal à remplacer. Le travail qu'il devait faire n'est pas fait. C'est de la non-production. Et ça, c'est complètement invisible comptablement. C'est un coût caché monumental. C'est de la perte de valeur ajoutée dans les entreprises. Et à la fin, c'est de la perte de PIB au niveau du pays. C'est une des principales fuites de PIB, en fait, l'absentéisme au travail. Et puis, troisième conséquence économique, c'est ce qu'on appelle donc les indemnités, dont on parle beaucoup, d'arrêt du travail. Mais là encore, le système est un peu déresponsabilisant puisque c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Donc finalement, au bout du compte, c'est l'hypothèse, comme ce sont des gens, la plupart quand même rationnels, l'impact économique, il le minore énormément. Et du coup, on a tendance à pas trop s'en occuper. Donc il faut mesurer les coûts cachés. Ça, c'est la première condition pour provoquer en fait un mouvement de prise de conscience et de traitement du problème. Et ceux qui ont traité le problème, en fait, ont fait ça de toute façon. Mais vous dites aussi que cette limitation de production du PIB maintient des salaires qui restent bas et donc maintient une insatisfaction de rémunération et un cycle d'insatisfaction et de mauvaise qualité de vie au travail qui s'entretient. C'est ça, c'est-à-dire on est dans un cercle régressif au lieu d'être sur un cercle vertueux, c'est-à-dire alors voilà, on a de l'absentéisme au travail, on se rend compte que ça a des impacts sociaux et des impacts économiques et des externalités négatives vis-à-vis des clients. Quand vous avez des absents, les clients sont moins bien traités, mais c'est toutes les parties prenantes qui sont moins bien traitées.
Vous mesurez les coûts, donc du coup, ça vous donne l'impulsion pour dire mais comment on va faire pour arrêter ça. Il y a une petite partie, mais disons peut-être 20%, où effectivement, ça demande en fait des solutions plutôt contrôlantes pour éviter les abus, quoi. On va dire ça comme ça, c'est le bâton. Hein. En faisant ça, comme ça, on élimine les tirs au flanc. Mais les tirs au flanc d'absence de travail, c'est une minorité. La plupart des gens sont absents parce que vraiment, la qualité de vie au travail n'est pas au niveau attendu. Et donc 80% ensuite des solutions, ça va consister en négociant en proximité. C'est pour ça que ça doit se faire dans chaque entreprise, dans chaque équipe même. Hein. C'est en fait mettre sur la table, par des discussions, par du dialogue, ce qui ne va pas, ce qui est perturbant. Hein. Il y a 6 grands domaines de la qualité de vie au travail, qui sont donc aussi les leviers fondamentaux du management de proximité. Finalement, tout ça, c'est pareil. Donc, c'est les conditions de travail, alors à la fois physiques et à la fois psychologiques, l'organisation du travail, la communication et le sens au travail, la formation, la gestion du temps. Et le 6e domaine, c'est ce qu'on appelle en fait les politiques d'entreprise, alors notamment de rémunération et de carrière. Voilà. C'est les 6 grands leviers, les leviers essentiels de la QVCT, du management de proximité et donc aussi de la performance sociale. Aucune parmi les 6 n'est prépondérante, ça dépend vraiment du contexte. Donc il faut s'occuper des 6. Autrement dit, c'est une erreur de tout miser sur le sens au travail, par exemple. J'entends beaucoup là, le sens au travail, le sens au travail, le sens au travail. Oui, le sens au travail, mais il y a aussi les conditions de travail, même si ça paraît préhistorique, non, c'est les conditions de travail, oui. Il y a l'organisation du travail. Et la preuve d'ailleurs, c'est que dans plein de domaines où le sens au travail ne pose aucun problème, par exemple dans l'éducation, moi-même je suis enseignant-chercheur, donc le sens au travail, il n'y a pas besoin de me l'expliquer. Mon travail a du sens. Et pourtant, on a aussi des difficultés de qualité de vie au travail. Ça veut dire qu'il y a d'autres variables. Donc il y en a 6. Il faut s'occuper des 6, il faut les balayer, les négocier assez régulièrement, mais pas qu'une parmi les 6. Ça demande de négocier périodiquement sur ces 6 grands domaines pour trouver des consensus, parce que évidemment les entreprises après ne peuvent pas être merveilleuses sur les 6 grands domaines. Il faut trouver des équilibres. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de s'en occuper, vous voyez, périodiquement, régulièrement. Et là, on se rend compte que quand on fait ça, eh bien, on abaisse fortement l'absentéisme au travail. Et du coup, on récupère en fait de la valeur ajoutée, on récupère de la productivité qui permettent de financer en fait les investissements qu'on a pu faire, sachant que la plupart des investissements, alors, il y a bien sûr des investissements matériels, en conditions de travail physique, en organisation du travail, mais il y a beaucoup d'investissements, c'est investissements matériels. En fait, c'est du temps, passer un peu plus de temps à se parler, négocier, etc. Donc ça ne coûte pas très cher du tout. Ça en rapporte 300% de rentabilité quand on investit en qualité de vie au travail, notamment, et principalement on va dire, mais notamment par la réduction de l'absentéisme au travail et donc des coûts cachés énormes. Qui engendre des coûts cachés, je vous le rappelle, c'est alors pas que l'absentéisme au travail, mais c'est au moins 20 000 euros par personne et par an. Les défauts de QVT, 20 000 euros par personne et par an. Perte de valeur ajoutée. Voilà. Donc vous évoquez une piètre qualité du management en France. Qu'est-ce que les managers pourraient mettre en place ? Quels leviers ils ont à leur disposition pour créer de bonnes conditions de travail ? Vous avez parlé du dialogue, mais j'imagine qu'il y a d'autres outils. Oui, alors il faut une politique générale. Donc ça part de la tête en fait, c'est-à-dire que les dirigeants, le comité de direction, le patron dans une PME doit à un moment donné faire de la qualité de vie au travail une politique d'entreprise, au même titre que l'amélioration de la qualité client, au même titre que l'innovation, etc. Ils doivent faire une politique d'entreprise. Sinon il ne se passe rien. Parce que les managers, en fait, pour agir, ils ont besoin d'un cahier des charges, ils ont besoin d'un cadre dans lequel justement naviguer. Donc la première condition, ça part de la tête. Et ensuite, donc avec le soutien du dirigeant, au niveau managérial, justement, dans le cahier des charges défini, quelle est donc la question, c'est quoi les marges de manœuvre pour, dans l'équipe, améliorer les conditions de travail, l'organisation du travail, la communication, la gestion du temps, la formation et les rémunérations et les carrières. Mais le manager, pour discuter de ça avec ses équipes, il a besoin d'avoir un cadre. C'est-à-dire qu'on lui dise, pour les conditions de travail, par exemple physique, tu auras un budget de 5 000 euros ou 10 000 euros. Pour les rémunérations, on peut mettre en place un système de primes, d'intéressement, etc.
Il y a besoin d'avoir un cahier des charges. Et dans le cadre de ce cahier des charges, et le vrai management, ça devrait consister en ça, en fait. On revient à la définition du management, qui vient du vieux mot français ménager, qui veut voyager loin, ménage sa monture. S'occuper d'eux. Voilà. Donc, dans la réunion d'équipe, toutes les semaines, on sort la tête du guidon des reportings, des machins, des trucs, et tour de table. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui vous empêche de bosser ? Qu'est-ce qui nuit à votre travail ? Qu'est-ce qui vous embête ? Qu'est-ce qui vous perturbe en termes de conditions de travail, organisation de travail, etc. Vous voyez, très régulièrement. Alors, il y a des dysfonctionnements où, en fait, on va dire non. Le manager va dire, compte tenu de la situation, on ne peut pas s'en occuper maintenant, justement, dans le cadre du cahier des charges. Mais le fait même d'en avoir parlé montre une considération au problème, et à condition d'en faire une file d'attente, pas en condition de plus jamais en parler, parce qu'après les salariés ils sont intelligents, de revenir dessus quand on pourra revenir dessus, même si on ne traite pas, le fait même d'en parler et d'expliquer pourquoi on ne peut pas s'en occuper maintenant de la part d'un manager, ça va créer de la satisfaction sociale. Et puis, en revanche, et il y en a beaucoup en fait, tous les dysfonctionnements qui sont gérables dans le cadre du cahier des charges, justement défini, soit financier, soit en termes de temps, etc., on s'en occupe. Et donc, on met en place, c'est super. En réalité, quand on l'explique, c'est bête comme chou. D'ailleurs, on peut se demander, mais pourquoi ça ne marche pas comme ça naturellement ? C'est un processus d'amélioration continue, managériale, à faire dans chaque équipe, en réalité. Mais par le dialogue avec chacun des membres de l'équipe, vous voyez ? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Bon, on explique pourquoi. On les met sur une file d'attente. On s'en occupera quand on pourra. Et puis, il y a plein de choses qu'on peut faire. On le fait, on l'améliore. Voilà. Donc, c'est des solutions qui reposent majoritairement sur un management de proximité. Exactement. Mais qui doit être nourri par une culture d'entreprise ou par un objectif d'entreprise Exactement. Qui provient de la direction. Exactement. Ça doit être impulsé, poussé en permanence par la direction. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'en réalité, quand on l'explique, c'est quand même super basique. Alors certains résument ça en disant c'est l'humain, voilà, il faut revenir à l'humain, etc. Mais quand on a dit ça, vous voyez, on n'a pas expliqué comme je l'ai expliqué. En fait, la solution, c'est du management de proximité. Après, si ce management de proximité n'est pas orienté, impulsé, encouragé, du coup, il faut mettre en place tout un système, j'allais dire, d'incitation managériale. Là, du coup, il va falloir récompenser les managers, bien entendu. C'est-à-dire, il faut asseoir le système de rémunération, une partie, sur justement la qualité managériale. Pas uniquement sur les chiffres de production, de dossiers traités, etc., mais également sur est-ce que dans l'équipe, l'absentéisme, il a baissé, la rotation non maîtrisée du personnel, elle a diminué, les accidents du travail, qui sont aussi un des indicateurs majeurs de la QVCT, est-ce qu'ils ont diminué ou est-ce qu'ils sont au niveau incompressible ? Ça aussi, dans toutes les entreprises, il faut un débat là-dessus. En termes d'absentéisme au travail comme de dysfonctionnement, en fait, le niveau 0 n'existe pas. Donc il faut que dans toutes les entreprises, on ait une discussion annuelle, je pense, sur, compte tenu de notre pyramide des âges, de notre environnement, etc., c'est quoi le niveau, entre guillemets, normal d'absentéisme ? Alors, en moyenne en France, c'est 4% à peu près. 3-4%. Incompressible, pourquoi ? Parce qu'il y a les congés maternité, il y a les maladies liées à des épidémies, il y a des maladies inévitables compte tenu de la pyramide des âges, si elle est âgée, qu'on va avoir, vous voyez ? Et en revanche, s'occuper de tout ce qui est au-dessus. Voilà. Sans ça, en fait, naturellement, ça ne se fait pas. Pourquoi ? C'est le mot, c'est l'entropie. C'est la dégradation naturelle des systèmes sur Terre au fil du temps. Tout se dégrade, voilà, y compris nous. C'est affreux. Une équipe, une entreprise, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'impulsion de la direction pour faire ça, l'autogestion ne marche pas. C'est affreux. C'est-à-dire, en fait, ça évolue toujours vers toujours plus de désordre, en fait. Donc, il faut, en fait, périodiquement, régulièrement, une impulsion des directions des entreprises pour inciter à mettre en place du management de proximité et ensuite s'assurer que, effectivement, dans chaque équipe, ce management de proximité est mis en place. Voilà. Puisque sinon, on constate que non, c'est pas comme les pommes qui poussent dans les pommiers. Ça ne se fait pas. Donc, vous nous avez donné des pistes pour mettre en œuvre ce management de proximité. Il y a des entreprises qui essayent de prendre en charge cette question de la QVCT
en mettant en place des congés spécifiques pour la parentalité ou un remboursement de certains frais, qui soutiennent les aidants, qui adoptent des règles de réunion plus strictes, voire instaurent même la semaine de 4 jours. Est-ce que pour vous, ce sont des pistes sérieuses à explorer ? Alors, justement, si ça a été négocié, si ça correspond à de ne pas le faire, ça correspond à vraiment des problèmes qui créent de l'inconfort au travail au minimum, de l'absentisme au travail au maximum, il faut le mettre en place. Mais c'est là où il faut rester... c'est là où il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je viens de vous expliquer donc une méthode, la méthode du management de proximité. La méthode, elle est générique, en fait. Effectivement, ça peut être la méthode, elle peut être propagée, elle peut être copiée. Maintenant, les solutions concrètes issues de la méthode, ça va dépendre du contexte. Parce qu'évidemment, des solutions, par exemple, la semaine des 4 jours, ça peut très bien marcher dans une entreprise donnée compte tenu de son contexte dans une autre entreprise où, en fait, les contextes sont complètement différents. Donc, attention à ne pas se copier mutuellement des solutions concrètes entre dirigeants, entre entreprises. Attention surtout à ne pas faire des lois de solutions homogènes, les mêmes pour tous, en disant tiens, ça a marché sur un truc, ça va marcher partout. Les solutions concrètes, en fait, elles sont à négocier périodiquement. Et d'ailleurs, le processus même de négociation, de discussion régulière, fait partie justement de la qualité de vie au travail. Et donc, après, à la fin, on va se rendre compte peut-être qu'effectivement, telle solution, finalement, ça marche dans beaucoup de cas. À ce moment-là, pourquoi pas ? Le conseil à donner, c'est plus copier entre vous, pas de problème, y compris dans le public d'ailleurs, la méthode de mise en place d'un management de proximité. Très bien, allez-y. Maintenant, les solutions concrètes que ça va donner, j'allais dire, c'est à négocier dans chaque entreprise. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous pensez que le travail, c'est la santé ? Alors justement, j'ai interrogé ChatGPT. Si on a un expert du sujet, on peut interroger ChatGPT parce qu'on va pouvoir qualifier ce qu'il va dire. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que, en termes de santé au travail, les personnes au chômage ou inactives ont une meilleure ou une moins bonne santé que les actifs ? Figurez-vous que la santé des chômeurs et des inactifs est encore plus dégradée, et significativement plus dégradée, notamment en termes d'affection mentale, que le travail. Parce qu'effectivement, le travail, j'enfonce des portes ouvertes en quelque sorte, mais ça fait bien parfois de le répéter. Le travail, même si, on l'a dit, il y a des dysfonctionnements, par les connexions sociales, par la dignité qu'il donne, donne une énergie qu'on n'a plus quand on l'a pas, en fait. Et donc, le travail, c'est la santé. Oui, voilà. De toute façon, ça c'est démontré. Les études le démontrent. En tout cas, c'est plus la santé que quand on ne travaille pas. Mais ça pourrait être encore meilleur. On pourrait être encore en meilleure santé en travaillant, en agissant justement sur ces leviers de qualité de vie au travail. Ça pourrait être encore mieux, on va s'arrêter là-dessus et pourquoi pas se donner rendez-vous dans 1 an pour un bilan. Merci Laurent Capelletti pour cet échange. C'était le premier épisode de cette série de podcasts consacrée à la QVCT. Rendez-vous très vite sur SoundCloud et sur notre site pour la suite de cette série. Merci pour votre écoute et à bientôt.